Imagine un enfant de 9 ans. Son père vient d'être empoisonné. Sa famille est abandonnée par sa propre tribu. Du jour au lendemain, il ne reste plus rien. Plus de protection, plus de statut, plus d'alliés. Juste une mère, quelques frères et sœurs, la faim, le froid, la peur et une certitude. Dans ce monde, personne ne viendra te sauver. Cet enfant s'appelait Temujin. Des années plus tard, le monde le connaîtra sous un autre nom, Gengis Khan. Mais avant d'être le conquérant qui fera trembler l'Asie et l'Europe, il est d'abord un enfant jeté dans un univers brutal, instable, impitoyable. Et c'est peut-être là qu'est née sa vraie philosophie. Pas dans des livres, pas dans une école, pas dans des débats abstraits, dans la survie. Quand on parle de philosophie, on imagine souvent des penseurs assis dans le calme, en train de réfléchir au bien, au vrai, au juste. Gengis Khan, lui, ne réfléchissait pas dans le calme. Il pensait au milieu du chaos. Et sa philosophie, si on veut la résumer, commence peut-être comme ça. Le monde n'est pas juste. Le monde n'est pas doux. Le monde n'est pas fait pour les faibles. Alors soit tu imposes l'ordre, soit tu es écrasé par le désordre. C'est une vision terrible, mais elle est cohérente. Temujin grandit dans un univers où la confiance se paie cher. Les alliances changent, les clans se déchirent. Les promesses ne valent rien si tu n'as pas la force de les faire respecter. Très tôt, il comprend quelque chose que beaucoup d'hommes puissants comprendront après lui. Le pouvoir n'est pas seulement une question de force, c'est une question de sécurité. Quand on a grandi dans la peur, on ne veut pas seulement gagner, on veut ne plus jamais redevenir vulnérable. Et ça change tout. Parce que Gengis Khan ne veut pas seulement dominer le monde, il veut construire un monde dans lequel on ne peut plus lui reprendre ce qu'on lui a arraché. Voilà pourquoi sa philosophie n'est pas seulement une philosophie de conquête, c'est une philosophie de contrôle. Contrôler les hommes, contrôler les clans, contrôler les routes, contrôler la peur, contrôler le chaos. Et pour ça, il va renverser plusieurs règles de son époque. Première idée fondamentale, la loyauté vaut plus que la naissance. Dans beaucoup de sociétés, le sang décide de tout. Tu nais noble, tu commandes. Tu nais bas, tu obéis. Gengis Khan, lui, a vu trop de traîtres parmi les puissants pour croire encore à ce genre de hiérarchie. Ce qu'il respecte, ce n'est pas d'abord le rang, c'est l'utilité, la fidélité, la compétence. Si un homme est efficace, il peut monter. S'il est loyal, il peut gagner sa confiance. S'il est capable, il peut recevoir des responsabilités immenses. C'est une idée redoutablement moderne. Au fond, Gengis Khan comprend quelque chose que beaucoup d'empires ont compris trop tard. Le mérite peut être plus solide que l'héritage. Attention, il ne faut pas l'idéaliser. Ce n'est pas un humaniste avant l'heure. Ce n'est pas un gentil réformateur. Il ne récompense pas le mérite parce qu'il aime l'égalité. Il le récompense parce que c'est plus efficace. Et c'est ça qui rend sa pensée fascinante. Chez lui, presque tout est subordonné à une seule question. Qu'est-ce qui rend le groupe plus fort ? Deuxième idée centrale, l'unité est sacrée. Pour Gengis Khan, les divisions internes sont un poison. Il a grandi au milieu des rivalités de clans, des jalousies, des trahisons, des petits chefs. Il a vu ce que le morcellement produit, la faiblesse. Alors il cherche l'inverse, fusionner, rassembler, obliger des groupes ennemis à marcher sous une même bannière. Là encore, sa logique est implacable. Un peuple divisé est une proie. Un peuple uni devient une machine. Et cette machine, il la veut discipliner. D'où une autre dimension essentielle de sa philosophie, la loi. Ça peut surprendre,
Parce qu'on imagine souvent Gengis Khan comme une pure force de destruction, un ouragan à cheval, une violence sans cerveau. C'est faux. La violence, chez lui, n'est pas seulement un débordement, c'est un instrument. Et pour qu'un instrument fonctionne, il faut des règles. Il met donc en place une forme de discipline politique et militaire extrêmement stricte, souvent associée à la yassa, un ensemble de règles et de principes destinés à structurer l'empire, l'armée, les comportements. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'un empire ne tient pas uniquement par le choc, il tient par l'organisation. Tu peux gagner une bataille avec la rage, tu construis un empire avec l'ordre. Et c'est là qu'on commence à voir la vraie colonne vertébrale de sa vision du monde. La force seule ne suffit pas, il faut de la structure, il faut de la hiérarchie, il faut une obéissance rapide. Il faut que chaque homme sache où il va, à qui il obéit et ce qu'il risque s'il dévie. Sa philosophie est brutale, oui, mais elle n'est pas chaotique. Au contraire, sa brutalité sert une obsession très précise, faire naître un ordre si puissant que plus rien ne puisse le contester. Et c'est là que Gengis Khan devient plus intéressant qu'un simple conquérant sanguinaire. Parce qu'au fond, sa grande idée n'est peut-être pas « le monde appartient au plus fort ». Sa grande idée, c'est peut-être plutôt « dans un monde instable, celui qui impose l'ordre impose la réalité ». Mais chez Gengis Khan, l'ordre ne repose pas seulement sur la loi. Il repose aussi sur quelque chose de beaucoup plus sombre, la peur. Et là, il faut être lucide. Gengis Khan a parfaitement compris une vérité politique qui dérange encore aujourd'hui. Être aimé, c'est fragile. Être craint, c'est efficace. Quand une ville résiste, il frappe fort, très fort, parfois de manière démesurée. Pas seulement pour vaincre cette ville, mais pour envoyer un message aux suivantes. Résistez, et voilà ce qui vous attend. Obéissez, et vous vivrez. C'est atroce, mais stratégiquement, c'est redoutable. La terreur devient un langage. Et derrière cette logique, il y a une philosophie implicite du pouvoir. La violence la plus visible peut éviter d'avoir à se battre partout. Autrement dit, quelques démonstrations extrêmes peuvent produire une obéissance massive. Encore une fois, il ne faut pas admirer ça moralement. Mais il faut reconnaître l'intelligence froide de la mécanique. Gengis Khan n'est pas seulement un barbare, c'est un organisateur de la peur. Et pourtant, sa pensée ne se réduit pas à la destruction. C'est ce qui la rend plus complexe qu'on ne l'imagine. Parce qu'en parallèle, il fait aussi preuve d'un grand pragmatisme. Il tolère souvent les religions. Il intègre des peuples différents. Il utilise les compétences là où elles se trouvent. Il comprend l'importance des échanges, des messagers, des routes, de la circulation de l'information. Pourquoi ? Parce qu'il ne cherche pas seulement à ravager. Il cherche à faire tenir un monde immense. Et pour tenir un monde immense, il faut plus que des cadavres. Il faut des systèmes, des routes sûres, des relais, des règles, des gens utiles, des administrateurs, des soldats fiables, des élites intégrées. C'est peut-être ça, au fond, la philosophie de Gengis Khan. Une philosophie de la réalité nue. Pas de grands idéaux universels, pas de morale tendre, pas de rêve humaniste. Seulement une question. Qu'est-ce qui fonctionne ? Ce qui renforce l'unité, on le garde. Ce qui affaiblit, on le détruit. Ce qui sert l'empire, on l'encourage. Ce qui menace l'ordre, on l'écrase. C'est une philosophie terrifiante, mais aussi terriblement cohérente. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fascine encore, parce qu'elle nous met mal à l'aise.
Elle nous oblige à reconnaître qu'une vision du monde peut être extraordinairement efficace, tout en étant moralement glaçante. Aujourd'hui encore, beaucoup de dirigeants, d'entreprises, d'institutions ou même d'individus pensent parfois de cette façon sans le dire aussi franchement. Le contrôle plutôt que la confiance, l'efficacité plutôt que la justice, le résultat plutôt que la morale, l'ordre plutôt que la liberté. Gengis Khan pousse cette logique à son extrême. Il nous force donc à poser une question inconfortable. À partir de quand l'ordre devient-il plus dangereux que le chaos qu'il prétend combattre? Parce qu'au fond, voilà le paradoxe. Il a connu le désordre et il a voulu l'éliminer. Mais pour l'éliminer, il a construit une puissance si dure qu'elle a broyé des peuples entiers. Sa philosophie naît d'une blessure réelle. Mais sa réponse à cette blessure devient gigantesque, impitoyable, dévorante. Et c'est peut-être là que cette histoire nous parle encore. Beaucoup d'hommes violents ne cherchent pas seulement à détruire, ils cherchent à ne plus jamais subir. Beaucoup de systèmes autoritaires ne naissent pas seulement de l'ambition, ils naissent aussi de la peur du désordre. Gengis Khan, c'est le moment où la survie devient doctrine, où la peur devient méthode, où l'ordre devient religion politique. Alors non, il n'a pas écrit de traité de philosophie, mais il a incarné une vision du monde d'une puissance exceptionnelle. Un monde où la faiblesse attire les prédateurs, où la loyauté vaut plus que le sang, où le mérite compte plus que les titres, où la peur est un outil, où la loi sert la domination, et où l'ordre absolu apparaît comme la seule réponse possible au chaos. Reste une dernière question. Cette philosophie est-elle admirable? Probablement pas. Est-elle compréhensible? Oui. Et c'est justement ça qui la rend si troublante. Parce qu'elle nous rappelle que les idées les plus efficaces ne sont pas toujours les plus justes, et que certains empires ne sont pas construits sur la sagesse, mais sur une lucidité froide, blessée, impitoyable.